Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui je fais la suite de la dernière vidéo de sociologie où je parlais de François de Singly, le sociologue français spécialisé dans la famille, l'individu et les transformations sociales, pour aujourd'hui vous donner 6 étapes faciles pour créer une société homebrew, en bon français, pour vos parties de jeux de rôle avec des tensions inhérentes pour créer vos aventures. Donc, voici un petit guide, étape par étape, pour construire une société imaginaire à partir de ces théories avec des choix clairs à faire à chaque étape. Allons-y rondement. Commençons. Première étape, définir le rôle de l'individu, autonomie ou appartenance. Donc, le concept clé ici que je reprends, c'est l'individualisation. Donc, de Singly explique que dans nos sociétés modernes, les individus cherchent à être eux-mêmes, à s'émanciper, tout en maintenant des liens sociaux. Donc, pour créer votre société, votre premier choix à faire est de savoir si l'individu est davantage libre ou lié à des groupes sociaux. Donc, les questions, là, c'est est-ce que ta société valorise l'autonomie personnelle? Donc, chacun crée sa propre vie, choisit ses valeurs, etc. Ou est-ce qu'elle est centrée sur l'appartenance à un groupe, famille, communauté, tradition? Par exemple, une société où chaque individu construit son identité à 15 ans à travers un rite de passage qui définit ses pouvoirs et ses valeurs personnelles. Deuxième étape, c'est d'imaginer les formes de famille et de liens sociaux. Donc, le concept clé ici, c'est la famille choisie versus la famille traditionnelle. Encore une fois, de Singly montre que les modèles familiaux se diversifient. Donc, on parle de familles recomposées, de familles choisies, etc. Ainsi, vous pouvez vous demander, dans votre société fictive, quelle va prendre la forme de la famille ou du groupe principal qui encadre la personne dans son développement. Donc, quelle forme prend la famille dans la société? Est-ce qu'on parle d'une famille biologique, parents, enfants de sang? Est-ce qu'on parle d'une famille choisie, donc des alliances par affinité, des contrats sociaux? Est-ce que les enfants ont une liberté de choix dans cette famille-là ou c'est un destin qui est imposé, si on fait un lien avec la première question? Donc, par exemple, dans une cité céleste, chaque individu choisit ses tuteurs à vie à l'adolescence, remplaçant les liens biologiques. Troisième étape, déterminer l'organisation sociale. Est-ce qu'on est dans l'égalité ou vers les hiérarchies? Donc, le concept clé ici, c'est la construction sociale de l'individu. Selon de Singly, l'individu est façonné par ses relations, son environnement et ses institutions. Donc, vous devez vous demander à quoi ressemble l'équilibre dans la société, la hiérarchie en général. Donc, les choix à faire tournent autour de est-ce que la société est égalitaire, où chaque individu a les mêmes droits, ou est-ce que la société est hiérarchique, avec des castes, des rangs sociaux, des pouvoirs transmis. Donc, comment les individus accèdent à la reconnaissance sociale dans le système que vous mettez en place. Par exemple, une société de mages où les titres sont gagnés par des épreuves, qu'elles soient émotionnelles, de talent ou autres, et non pas par la naissance ou par les connaissances techniques. Quatrième étape, c'est de régler la tension entre cette liberté-là et la responsabilité. Donc, les concepts ici, on est dans la double logique d'émancipation personnelle et l'attachement à la société. Donc, de Singly souligne que les individus veulent être libres tout en restant connectés à autrui. Donc, c'est au cœur de plusieurs de ses écrits dans nos sociétés individualistes, comment on fait pour être soi-même et se définir comme une personne indépendante, tout en maintenant des liens sociaux et donc en rentrant dans un moule social qui nous permet de faciliter les relations avec les autres personnes. Donc ici, dans les étapes, demandez-vous quel est ce moule-là que les individus doivent respecter pour être capables d'entrer en relation avec les autres. Donc les choix à faire, donc premièrement, c'est quoi les droits que les citoyens ont en termes de liberté d'expression, de mobilité, de transformation corporelle? Quelles sont aussi leurs responsabilités? Aider la collectivité, transmettre des savoirs, protéger la nature. Par exemple, les habitants d'un archipel ont le droit de modifier leur mémoire, carrément, mais doivent garder des souvenirs partagés pour maintenir les liens sociaux. Cinquième étape, imaginez les transitions de vie, enfance, adolescence, âge adulte, donc des moments clés. Donc, le concept ici, c'est le parcours biographique. De Singly s'intéresse aux étapes de vie et à la façon dont les individus deviennent eux-mêmes au fil du temps. Donc, on peut penser à plein de rituels et traditions qui régissent nos vies à nous dans notre réalité, là. Les baptêmes, les anniversaires, l'âge de majorité, les célébrations de fin d'études, les pendaisons de crémaillère, là, etc. Donc, dans nos sociétés fictives ou dans vos sociétés fictives, quel moment
de la vie de vos citoyens sont tellement importants qu'ils doivent être soulignés par un rite. Donc, les choix à faire, c'est quelles sont les étapes clés de vie dans cette société-là et comment ces étapes-là sont ritualisées. Donc, est-ce qu'il y a des fêtes, des quêtes, des examens, des mutations et est-ce qu'il y a des possibilités de se réinventer, de changer d'identité, une renaissance symbolique à ces moments-là? Donc, par exemple, à tous les 15 ans, un citoyen peut choisir un nouveau nom, un nouveau métier, refaire sa vie dans un autre royaume, par exemple. Finalement, et sixièmement, il faut penser à des lieux de construction de l'identité, l'école, les travails et autres endroits. Donc, le concept ici, c'est la socialisation plurielle. Donc, l'individu n'est plus façonné seulement par la famille, mais par plusieurs institutions. L'école, les amis, les loisirs, là, on continue la liste. Donc, simplement, pensez aux organisations qui vont être présentes dans votre société et qui vont avoir un pouvoir d'influence sur les gens. Donc, est-ce que les médias existent? Est-ce que l'école est obligatoire? Est-ce qu'il y a des religions organisées très présentes dans votre monde? Est-ce que le monde du travail donne un cadre fixe au fonctionnement de la société ou est-ce que c'est des guildes qui donnent des codes de conduite, par exemple? Donc, sommairement, vous pouvez essayer de vous pouvez essayer de répondre aux questions, là, quelles institutions participent à la formation de l'individu? Est-ce que c'est des institutions qui sont formelles, donc reconnues, l'école, l'État, ou c'est des institutions qui sont informelles, des guildes, des réseaux, des jeux, parfois même des rêves, s'il y a un aspect mystique ou magique. Donc, par exemple, une société où l'apprentissage se fait dans des demi-plans ou des simulations, des réalités partagées qui changent en fonction des émotions collectives ou des éléments qu'on veut transmettre. Donc, grâce à François de Singly, on peut créer une société imaginaire qui ne repose pas seulement sur la magie ou la technologie, mais sur une réflexion profonde sur l'individu, ses liens, ses choix. Donc, chaque décision que tu prends pour ton monde répond à une question humaine réelle, ce qui rend l'univers crédible et vivant. Donc maintenant, on va construire une société fantastique, pas à pas, en suivant les 6 étapes que je viens de nommer, basées sur les idées de François de Singly. Donc on s'entend que chaque question ouvre un arbre de possibles par la suite, mais je vais transmettre un schéma tout simple sur Patreon avec les questions qui aident à orienter vos sociétés. Mise en pratique, l'étape 1, quel rôle on donne à l'individu? Donc, l'individu est-il autonome dès la naissance? Est-ce qu'il construit son identité seul ou est-ce qu'il dépend d'un groupe social, familial qui l'aide à se définir? Donc, son identité est-elle fixe ou évolutive au long de sa vie? Donc, dans mon exemple, je vais choisir la deuxième option, donc une société où l'individu est fortement lié à un groupe. Ça donne un monde où l'identité est définie par l'appartenance à la famille, au clan, une caste ou une autre forme de communauté. Les décisions de vie se prennent en lien avec le groupe et non pas seul. À la deuxième étape, quelle forme prend la famille ou le groupe? Donc, dans cette société-là, les individus sont-ils liés à un groupe? Dans la société que je viens de créer, les individus sont créés à un groupe, mais lequel? Donc, quel type de famille on parle? Donc, ça peut être la famille biologique élargie. Donc, les liens de sang sont plus importants que tout. On vit avec ses parents, ses grands-parents, ses oncles, ses tantes, etc. On peut parler de clan spirituel ou symbolique. Donc, chaque personne est liée à un clan selon ses traits de personnalité, ses rêves ou un esprit totem. Ça peut aussi être une famille choisie par un conseil. Donc, les enfants sont placés dans des familles selon leur potentiel ou leur mission future. Ça pourrait aussi être des castes fonctionnelles. Donc, chaque individu naît dans une caste de guérisseurs, de guerriers, de penseurs, et ils peuvent y rester toute leur vie. Donc, de mon côté, pour mon exemple, je vais choisir des familles choisies par un conseil. Donc, on est dans une société où l'enfant n'est pas élevé par ses parents biologiques, mais placé dans une famille selon ses capacités, son potentiel ou même peut-être une prophétie. Donc, ça peut donner une ambiance un peu peut-être mystique, si on parle de prophétie, un peu politique aussi, parce qu'il peut y avoir des jeux de pouvoir là-dedans. À la troisième étape, comment est organisée la société? Donc, puisque les individus appartiennent à des groupes définis par un conseil, maintenant, il faut décider comment la société dans son ensemble est structurée. Donc, encore là, j'ai des options. Est-ce qu'on a une hiérarchie rigide, donc des castes ou des ordres qui dominent les autres? Par exemple, le conseil suprême domine les familles qui dominent les apprentis. Donc, les individus ne pourraient pas changer de statut à ce moment-là. Est-ce qu'on a une hiérarchie souple? Donc, il y a des niveaux de pouvoir, mais on peut les gravir par mérite, par des épreuves ou des rituels.
Est-ce que c'est une société égalitaire et symbolique? Donc, chaque groupe a une fonction, mais aucun est au-dessus de l'autre. L'équilibre entre les groupes est sacré. Ça peut aussi être une méritocratie invisible. Donc, en apparence, tout le monde est égal, mais il y a des forces cachées qui contrôlent l'ordre réel. Donc, des clans secrets, une magie des anciens. Donc, je vais choisir D, une méritocratie, invisible. Et là, on entre dans un univers un peu plus, peut-être inquiétant, un peu plus cynique peut-être aussi. Donc, en surface, la société semble égalitaire, bien organisée, bienveillante. Mais en coulisses, les forces cachées, donc des anciens sur le conseil, des clans occultes, une magie oubliée, ça pourrait être dans un monde futuristique, là, une intelligence artificielle, manipulent ou influencent les destinées des individus. Donc, ça donne un monde ultra riche en conflits internes, plein de secrets à découvrir, des jeux de pouvoir subtils. Quatrième étape, c'est quoi? En fait, quelles sont les libertés et les responsabilités de l'individu? Donc, même s'il appartient à un groupe et que l'ordre social est contrôlé en secret, chaque individu a un certain niveau de liberté ou de devoir. Donc, encore une fois, quelques choix. Il peut avoir peu de liberté, carrément, donc beaucoup de devoirs, peu de liberté. Les individus doivent obéir à leur famille assignée, suivre leur rôle, respecter les règles. Ça peut aussi être un équilibre délicat. Donc, ils peuvent exprimer des choix personnels tant qu'ils respectent leur rôle social. Il peut y avoir une grande liberté individuelle, au moins en apparence. Donc, chacun peut rêver, créer, s'exprimer, mais sans remettre en cause l'ordre caché. Et ça pourrait être carrément une liberté illusoire. On leur fait croire qu'ils sont libres, mais leurs choix sont toujours orientés, surveillés, prédits, manipulés. Et je l'ai dit tantôt, comme je suis un peu cynique, je vais choisir la dernière option, une liberté illusoire. Donc, dans cette société-là, les individus pensent être libres, ils choisissent leur style de vie, leur apprentissage, leurs relations, mais tout est subtilement orienté par les forces invisibles. Donc, des prophéties, mais qui sont truquées, des systèmes d'évaluation qui sont biaisés, une intelligence magique ou un réseau ancestral qui est coordonné par des gens qui ont une intention. Donc, ça donne une société qui est quand même élégante en surface, presque utopique, mais vraiment qu'une tension permanente où les gens peuvent finir par se demander « Et si ma vie avait été créée d'avance sans que je le sache? » La cinquième étape, c'est quelles sont les grandes étapes de vie. Donc, puisque la société est organisée autour des familles choisies, avec une hiérarchie cachée et une liberté illusoire, mais il est intéressant de réfléchir aux rites de passage qui marquent les individus. Donc, en termes d'idées, il peut y avoir un rituel de naissance, donc un oracle ou une entité magique oriente la vie de l'enfant. Ça pourrait être un choix à l'adolescence. L'individu doit accepter la famille qui lui a été désignée beaucoup plus tôt. Le refuser à ce moment-là serait très, très mal vu, comme tu as passé une bonne partie de ta vie avec eux. Ça pourrait être un test d'identité à l'âge adulte. Donc, les individus passent une épreuve symbolique pour confirmer leur appartenance ou s'en écarter. Ça pourrait être un rite de renaissance. Donc, à un âge précis, par exemple 40 ans, chaque individu peut recommencer une nouvelle vie, mais le processus est contrôlé en secret. Donc, une fois qu'on a ça, on construit le cœur de la culture, les lieux où se forment les individus. C'est là qu'on pourra aller très loin aussi dans l'imaginaire, là, dans les rites et les manières de passer ces rites-là. Donc, j'ai choisi de faire un mélange entre la deuxième et la troisième option, ce qui nous donne une progression bien orchestrée dans la vie des individus. Donc, à l'adolescence, chaque individu passe par le choix simulé. Donc, il ou elle doit accepter librement la famille la famille à laquelle on l'a assigné. On lui présente ce choix comme un moment sacré, symbolique, libérateur, mais en vérité, le refus est quasi impossible. Donc, c'est une certaine mise en scène de liberté. Ensuite, à l'âge adulte, les individus passent une épreuve identitaire, une sorte de test ou de quête intérieure. Si le test est réussi, l'individu est pleinement intégré dans la société, mais s'il échoue ou s'il tente de s'écarter de son rôle, le système peut le recadrer, parfois sans qu'il s'en rende compte, ou peut carrément l'expulser, l'exiler de la société. Donc, on est dans une société où la construction de soi est guidée, ritualisée et finalement conditionnée, même dans les moments les plus intimes ou les plus symboliques. Donc, c'est très puissant, justement, symboliquement. Dernière étape, où se forme l'identité dans cette société-là à l'extérieur de la famille. Donc, dans cette dernière étape-là, on imagine les lieux, les systèmes de socialisation, là où les individus apprennent, se forgent, s'intègrent. Donc, ça pourrait être une école-cité. Chaque groupe vit dans une cité d'apprentissage avec ses propres valeurs,
un art qui est propre, des tests. Ça pourrait être un système de mentorat. Donc, chaque individu est formé en duo avec un mentor désigné par le conseil. Ça pourrait être des sphères d'expérience. Donc, les jeunes vivent des expériences immersives dans des mondes magiques, mentaux, virtuels, qui façonnent leur identité. Ça pourrait être un réseau invisible. Donc, des individus sont guidés par des messages codés, des symboles, des rêves, sans jamais vraiment savoir qui les oriente ou comment ils sont formés. Donc, je vais choisir la troisième option, des sphères d'expérience, et ça ajoute encore une couche un peu onirique, on pourrait dire, immersive à la société. Donc, ce que ça donne, si on parle de sphère d'expérience, donc les jeunes vont pas dans une école classique, ils vivent des expériences immersives, peut-être dans un monde parallèle, un demi-plan, des environnements mentaux, une simulation faite par intelligence artificielle, là, peu importe le système ou le type de jeu que vous jouez. Et donc, ces lieux-là sont créés par la société. Donc, ces sphères recréent des situations symboliques, des conflits, l'amour, la trahison, le pouvoir, la perte, la transformation. Chaque sphère est censée révéler ou façonner un aspect de l'individu, mais en réalité, elles sont conçues pour le conditionner à intégrer son rôle social. Donc, on leur fait croire qu'ils découvrent leur vraie nature, alors qu'ils sont doucement modelés pour répondre de la bonne manière aux événements. Donc, par exemple, un jeune vit une aventure épique dans une forêt onirique où il sauve un peuple oublié. Le succès le convainc qu'il est un protecteur, un guide, exactement ce que le conseil voulait pour renforcer un groupe de médiateurs, par exemple. Donc, en résumé, la société que je viens de créer pourrait être nommée, appelons-le le monde de l'onde. Donc, les individus appartiennent à des familles choisies par un conseil mystérieux en fonction de leur potentiel ou de leurs besoins sociaux. La société semble égalitaire, douce, bienveillante, mais elle est contrôlée par une hiérarchie secrète qui tire les ficelles depuis les coulisses. Les citoyens pensent être libres, mais leurs choix, leurs relations et même leurs émotions sont orientés subtilement. Deux grands rituels rythment la vie. À l'adolescence, un faux choix d'adhésion à une famille, et à l'âge adulte, une épreuve identitaire pour confirmer ou corriger le rôle social. L'apprentissage passe par des sphères d'expérience, des mondes immersifs où les individus vivent des aventures conçues pour façonner leur personnalité. On pourrait aussi faire 6 choix complètement différents à chacune des étapes qui nous amènent totalement ailleurs. Donc, je peux me retrouver avec un monde, par exemple, ce coup-là, appelons-le Néovia, un archipel flottant où chaque île est une sphère de vie libre en mutation constante. Donc, les individus construisent leur propre identité, libre de tout déterminisme social ou biologique. Les familles sont choisies, fluides, symboliques, regroupant des êtres ayant les mêmes intérêts. La société est fondée sur l'équilibre, la diversité, le respect, des chemins individuel. Il n'y a pas de hiérarchie fixe non plus. À tous les 20 ans, les citoyens peuvent renaître, se réinventer, changer de groupe social, de rôle si ça leur tente. L'apprentissage se fait par mentorat, dans une logique organique, évolutive, souvent guidée par la créativité, la sagesse, l'intuition. Donc, on s'entend, on est vraiment ailleurs. Troisième exemple, je peux créer un monde qui appelons-le Noxus, une civilisation millénaire entièrement organisée autour de la fonction sociale. Donc, l'individu n'a pas d'identité propre, c'est un fragment d'une caste, un rouage dans une grande machine sociale. Donc, à sa naissance, son rôle est déterminé par un rite de révélation génétique ou technologique ou mystique ou magique, encore une fois, selon le jeu que vous jouez. La société, elle, est hiérarchique, régie, par une entité centrale appelée l'ordre noxien, dont les décisions sont absolues. Chaque caste vit et apprend séparément dans des cités fermées, avec un langage, un rythme et une esthétique propre. La liberté individuelle est quasi inexistante, mais la paix sociale est totale parce que le désordre est vu comme une maladie. Donc, on a 3 sociétés, on s'entend, totalement différentes, toutes crédible, on s'entend là dans les raisons pourquoi ça fonctionne comme ça, puis la stabilité que ça crée. Et c'est basé sur des idées de François de Saint-Ly. Et si ces 3 sociétés-là se rencontrent, ben là, on a vraiment un cocktail explosif. Donc, c'est 3 visions du monde radicalement différentes, 3 manières d'exister, de penser l'individu, la liberté, le pouvoir. Et si vous voulez créer justement un continent avec plusieurs royaumes, vous pouvez procéder comme ça et créer justement des tensions et des guerres entre les pays parce qu'ils ont des valeurs très différentes. Donc, on pourrait avoir l'empire
de l'onde, le royaume d'apparente harmonie où les destins sont tracés à la naissance par des augures et où tout est contrôlé par un conseil invisible. L'ordre est maintenu à travers des rituels d'épanouissement personnel qui masquent un contrôle social. Après ça, on aurait les archipels, proches de l'océan de Néovia, des terres mouvantes peuplées de clans libres, d'artisans mages puis de voyageurs forts. Donc, chacun peut changer de nom, de clan, de magie, même de corps. La seule règle, c'est pas imposer sa vérité à quelqu'un d'autre. Puis on aurait quelque part, sur une plaine, la sainte forteresse de Noxus, royaume où la pierre de loi gravée dans l'os, de caste immuable. Chaque citoyen est né avec un marquarme, donc un tatouage vivant qui dicte sa fonction dans la société. L'ordre y est tout, l'individu n'est rien. Donc voilà, avec ces 6 étapes-là, c'est possible de créer des mondes totalement différents les uns des autres pour des aventures autant sci-fi que médiévales fantastiques. Donc c'est possible de se créer un univers unique ou de créer des royaumes totalement différents qui vont entrer en collision dans nos aventures. Donc, en espérant que cette technique-là pourra vous inspirer, si vous avez envie de partager vos créations, de lancer vos idées, de répondre un peu aux questions les 6 questions que j'ai lancées, ben lâchez-vous-le dans les commentaires. Je suis curieuse de vous lire. Si vous voulez aussi nous encourager en aimant la vidéo, ben vous pouvez donner un petit pouce en l'air sous la vidéo, vous abonner à la chaîne sur YouTube et vous pouvez venir nous voir sur Patreon où vous trouverez la liste des 6 étapes avec plusieurs sous-questions pour vous aider à rédiger, créer votre propre, je veux dire mini, méga grande société si c'est ça qui vous tente. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine.